Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer de répondre à la question de Hervé. La question de Hervé est la suivante, Antonin, comment tu fais pour tracer tes zones? Alors, j'ai déjà répondu sur des unités de temps longues à la question de Hervé, maintenant on va s'intéresser aux unités de temps un petit peu plus basses, type swing, intraday, d'accord? Donc en gros, on va couvrir les quelques heures à quelques jours, voire au maximum 2 3 semaines, pas plus, d'accord? Mais je voudrais juste insister sur une chose très importante, c'est que la première vidéo est extrêmement importante parce que vous pouvez pas vous enficher dans des unités de temps très faibles et en fait, vous mettre des œillères sur les unités de temps de long terme qui, pour moi, sont le consensus, d'accord? Il faut absolument savoir où on est pour savoir quoi faire et justement, l'exemple qu'on a choisi est un exemple, tout simplement qui fait sens. C'est-à-dire que si vous omettez les unités de temps longues, vous pouvez justement faire des erreurs et c'est ce qu'on va voir comment éviter ces erreurs-là. On va voir comment optimiser ses plans sur des unités de temps courtes sans pour autant se faire avoir, d'accord? On regardera des règles importantes et surtout, on regardera 2 indicateurs, lesquels je me sers encore tous les jours. Un pour affiner vraiment les zones et puis pour les voir du premier coup d'œil et le deuxième pour les voir du premier coup d'œil, voir la tendance et même d'ailleurs vous donner des objectifs de trading ou des seuils d'invalidation extrêmement précis. Allez, c'est parti. Avant de partir sur le graphique, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit lors de cette introduction. On ne peut pas aller sur des unités de temps faibles sans prendre en compte des unités de temps longues, ok? Partez toujours, quand vous regardez un graphique, d'une unité de temps longue. Par exemple, mensuel. Ensuite, vous passez en hebdomadaire. Ensuite, vous passez en journalier. Et seulement après, vous allez partir sur les unités de temps plus courtes, type 4 heures, horaire ou même la minute, d'accord? Mais seulement après. Pourquoi? Justement pour voir ce que les autres opérateurs de marché voient pour attraper le plus possible le consensus. En fait, quand on passe sur des unités de temps longues, je l'ai expliqué dans la première vidéo, il y a cette notion très délicate de se dire quel est le flux d'acheteurs et de vendeurs au moment où je rentre en position. Et en fait, c'est très compliqué de le voir, ça, vraiment, sur des unités de temps faibles. Alors que sur des unités de temps longues, on arrive vraiment à apprendre à attraper le consensus. Par contre, une des gros avantages des unités de temps relativement courtes, c'est que ça optimise nos entrées. Donc on va se retrouver avec des ratios qui peuvent être beaucoup plus intéressants que sur des unités de temps longues. Donc d'un côté, on a sur des unités de temps longues beaucoup plus de chances de réussite, ou en tout cas on va se mettre beaucoup plus facilement du côté du consensus, alors que sur des unités de temps faibles, le but ça va être de d'optimiser nos entrées, si vous voulez, d'accord, pour tout simplement espérer avoir des espoirs de gains relativement énormes par rapport à des espoirs de pertes relativement faibles. Et c'est ça qu'on va voir. Nous revoici donc sur le graphique NZD-CAD qu'on avait utilisé lors de la première vidéo. Je suis ici en données de temps mensuelles, c'est juste pour rappeler là où on est, parce que c'est vraiment important. Globalement, en mensuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis 2016, c'est baissier, d'accord? Donc on peut en déduire des plans, bien sûr. C'est matérialisé par ce canal violet, mais on avait vu aussi que globalement, les plans de revente sur 0,88 là, c'était pas mal, mais bon, il fallait attendre, on va dire plusieurs mois, largement plusieurs mois, avant de retourner sur ces zones-là. Donc on se dit: «Est-ce qu'on peut pas faire autre chose?» En données de temps hebdomadaires, ce qu'on voit, c'est que, justement, enfin, je l'ai remontré ici, il y a une belle zone mensuelle en dessous de nos pieds, qui est très importante, qui a été matérialisée et utilisée plusieurs fois. Donc ici, je suis en données hebdo, mais c'est juste pour vous montrer une fois, 2 fois, 3 fois minimum et en fait, on doit être à plus de 7 fois si on remonte dans le graphique. Donc c'est très, très bien et on a matérialisé cette trendline qui, justement, en données de temps journalier, nous permettent d'affiner, justement pour pas être trop gourmand. Donc voici où on se retrouve en données de temps journalières. En données de temps journalières, on est sur une zone mensuelle, d'accord? Donc un support, très, très bien. On a cette trendline qui nous donne un premier objectif et à partir de là, on peut déjà en déduire un plan. Un plan plutôt swing, c'est-à-dire qu'on a tendance précédente haussière, on a ce qui pourrait s'apparenter à un triangle de compression. Alors attention, hein, là je suis pas là pour faire du chartisme, donc on va pas trop en parler, mais bon voilà, a priori, ça voudrait dire qu'on a plus de chances que cette zone soit cassée par le haut. Alors, on pourrait rebondir par exemple une fois, nous redonner une cassure, d'accord? Pour le moment, je ne vais pas faire de TP, ne vous inquiétez pas. On aurait un pullback éventuel, ce serait juste génial, pour aller justement chercher la zone des 0,88. Alors, je vais juste vérifier que ma hauteur soit à peu près conforme, d'accord? Sans être trop gourmand non plus. Donc, cassure, hauteur, ouais, voilà, c'est ça. Globalement, ça nous amènerait pile poil sur la zone des 0,88.
Donc finalement, déjà, rien qu'en données journalières, on pourrait en déduire un plan, sans pour autant, voilà, se donner du mal à re-rentrer sur des unités de temps plus faibles, d'accord? Et on aurait, plusieurs entrées. Par exemple, bah, une entrée maintenant, qui nous donne un TP vers le haut de cette zone, OK. Sous les plus bas, on a un ratio de 1,6, OK, c'est pas mal. On pourrait reprendre une position, acheteuse aussi, et éventuellement si ça nous redonne, bah, tout simplement si la zone du haut réagit, la trendline du haut réagit, parce qu'elle sera peut-être pas cassée d'un coup. Par contre, bah, plus cette zone est utilisée, plus il faudra faire attention à nos invalidations, d'accord? Pour aller retoucher là, et puis après on pourra en retrouver une pour aller chercher justement les 0,88, d'accord? Au niveau du pullback. On pourrait aussi ici garder des petites positions, hein, le plus longtemps possible, si bien sûr c'est cassé, et si ça nous donne raison, d'accord? Bon, tant mieux, voilà. On a des plans de long terme. Je voudrais revenir sur quelque chose d'extrêmement important. Quand on est sur un support, en plus mensuel, et en plus, quand on essaye de travailler sur des unités de temps courtes, surtout, on ne chasse pas les accélérations. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur un support, on achète, et sur une résistance, on vend. D'accord? Support, on achète, résistance, on vend. En haut, on vend, en bas, on achète. Ok? Mettez-vous ça bien dans la tête. Les cassures de structure, surtout en données de temps mensuelles, vont être longues et périlleuses. Le piège, c'est de penser que quand il y a une première bougie M5, donc 5 minutes, qui s'active rouge pour casser le support, on se dit, bah maintenant, je réverse mes plans et je vends. Non. On détermine une zone d'invalidation avec une durée de temps. Par exemple, sous le support mensuel, en clôture mensuelle, j'arrête d'acheter. Ok? Il y a une autre notion. Par exemple, si vous avez peur de rater le mouvement, dites-vous que il y a des pullbacks qui peuvent arriver. Ils arrivent dans globalement 50% des cas de toutes les structures. Et ils arrivent entre la troisième et la sixième bougie dans l'unité de temps dans laquelle vous avez repéré la structure. Par exemple, le fameux support mensuel. S'il est cassé en données de temps mensuel, je me dis, j'arrête d'acheter tout simplement ce support parce qu'il va devenir résistance. Par contre, quand je vais me réapprocher de cette zone, bah, pourquoi pas essayer de revendre, ok, vu que ça sera une résistance. Vous dites OK. Et vous allez avoir entre 3 et 6 bougies pour pouvoir vous repositionner parce que il y a généralement 50% du temps un pullback, vous avez compris. 3 à 6 bougies en données mensuelles, ça fait juste énorme. Et même une structure que vous avez vue en données journalières, 3 à 6 bougies, ça fait entre une demi-semaine et une semaine de cotation pour pouvoir se replacer dessus. Donc n'ayez pas peur de rater des mouvements. Dites-vous juste que si vous êtes sur un support, surtout de grosses unités de temps, vous achetez. Si vous êtes sur une résistance, vous vendez. Donc globalement, ce que je vais noter, c'est que bon, donc consensus baissier sur 0,88, ok, donc ça c'est très bien. Mais d'ici là, on est sur une zone M1, donc là c'est égal achat, ok. L'invalidation, elle me paraît être assez claire pour moi, c'est sous ce zone, tout simplement ce support M1, d'accord. Donc 0,823, bon, sous 0,82, ok, en clôture M1. Ok, mensuel, comme ça j'ai le temps, voilà. On a le plan, et maintenant, on va le réaliser, ok? Vous avez vu que je ne suis pas descendu dans les unités de temps pour le moment, hein. Seulement maintenant, je vais le faire. Qu'est-ce que je fais? Ben, unité de temps journalier, j'ai fait un plan, déjà, globalement, je suis très content. Je vais pouvoir l'affiner en 4 heures. Ok. En 4 heures, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais rechercher pareil, hein, exactement pareil que lorsque j'étais en mensuel et en hebdomadaire, c'est-à-dire je vais rechercher des choses jolies. Ok. Donc je vais rechercher des choses jolies. Alors la première chose qui m'attire l'œil, moi, c'est ces 3 bottoms, mais vraiment, hein, pour le coup, du premier coup d'œil, celui-là, celui-ci et celui-ci. Je pense que si j'utilise mon petit onglet rayon et que je le fais, ouais, voilà, c'est juste magnifique. OK, alors je vais même le faire autrement, parce que là, on est en unité de temps à 4 heures. Je vais Ouais, OK, très bien. Je vais le laisser en orange et je vais voir s'il a déjà servi par le passé. Parce qu'à mon avis, s'il est aussi précis et aussi clair que ça, il a dû servir. Bah, il a servi ici, OK. Il a servi ici, OK, c'est bon, c'est validé. J'arrête de me prendre la tête. Donc ça fait un très beau TP, Take Profit, zone de bénéfice intermédiaire des achats que je pourrais effectuer ici dans cette zone-là. D'accord?
Ah, il y a autre chose qui me choque en 4 heures, mais bon, là, c'est du passé, hein, donc c'est trop facile de refaire un film, mais on avait quand même une trendline ici, OK? Qui, appuyé sur une autre trendline, pouvait me servir un petit peu de signal de retournement, OK? Alors, je déteste faire ce que je vais faire, donc je vais en conserver une des 2 seulement pour vous montrer ce qu'on est capable de faire, d'accord? Voilà, bon, bah, très, très bien. Bon, là, c'est trop facile, mais bon, voilà. Je vais descendre en horaire. En horaire, c'est pareil. Ce que je vais vérifier, c'est plutôt regarder un peu, voilà, mes trois bottes là, si je peux pas, tout simplement refaire le travail d'affinement de mes zones. Donc là, non, pas spécialement, OK. Non, c'est très bien. Ma trendline ici, là, horaire, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Elle a été cassée aussi magnifiquement bien. Ça aurait pu me servir. Voilà. J'aurais pu aussi en horaire, il y a quelque chose qui me choque, c'est ça aussi. Et tiens, d'ailleurs, je vais la mettre. C'est pourquoi? Ah ouais, je vais même affiner vraiment. On est quand même en horaire, donc c'est un petit peu. Le problème de l'horaire, c'est qu'il ne faut pas être trop gourmand. Ok, bon voilà, très bien. Vous allez voir pourquoi je vais mettre celle-ci. L'autre, celle au-dessus, là, d'accord, si je devais en parler vraiment 30 secondes, aurait pu nous servir de signal sur des unités de temps faibles, type horaire, là, justement, pour le coup. Ok, justement, cassure de structure, en horaire, c'est génial. Le chartisme sur des unités de temps court comme signal, c'est vraiment très fort. Il n'y a rien à dire, ok. Donc maintenant, je suis ici, ok, j'ai une trendline. Pourquoi j'ai une trendline? C'est que, à la limite, effectivement, acheter le plus bas possible là, sur les 0,82, ça serait génial. Mais à la limite, si mon cours revient en unité de temps, même 4 heures, sur ces zones-là, 0,833, je vais commencer à emmagasiner des achats là. Parce que là, la personne qui a commencé à emmagasiner des achats ici, elle s'est peut-être fait sortir ici, mais elle a grignoté des points. Par contre, celle qui est rentrée ici, elle a clairement grignoté des points. Et celle qui est rentrée ici, elle est clairement dans le trade et dans la tendance affirmée de l'actif. Donc là, c'est génial quoi. Voilà, alors là, pareil, vous pouvez vous arrêter là. Vous levez les mains, vous dites OK, en données journalières, j'ai affiné mon plan. J'ai enfin déterminé un pourquoi, une zone quoi, une invalidation claire et nette, et éventuellement une zone de profit intermédiaire, d'accord, qui est matérialisée par ma prochaine résistance 4 heures. Je suis ensuite passé en horaire pour affiner ces zones, comme d'habitude, et voir encore une fois si j'ai pas des choses un petit peu plus jolies qui me sautent au regard. Là, il y avait une trendline magnifique qui aurait pu servir justement, d'accord, de signal, et surtout, c'est que j'ai ma ligne de tendance du bas qui commence à afficher une tendance en données de temps horaire sur laquelle je peux me réappuyer. Avec ça, juste cette zone horaire, donc où je vais acheter jusqu'à un certain niveau, vous avez un deuxième plan qui peut vous durer vraiment entre 5 et 15 jours. Là, du coup, je vais pouvoir matérialiser encore une fois un nouveau plan, d'accord? Donc là, c'est un plan. Cette fois-ci, n'oubliez pas de noter l'unité de temps, par exemple H4, H1, ok? Et là, c'est achat au plus proche de la ligne noire, d'accord? Donc, enfin, je vais même marquer droite de tendance, hop, droite de tendance, noire, ok, bim, voilà. Et puis, bah, toujours une invalidation. Invalidation, en clôture. Franchement, là, on peut marquer D1, je pense, en dessous de la trendline noire, hein, d'accord? En dessous de la droite de tendance noire, ok? Comme ça, on a... Je vais juste vérifier si c'est pas trop déconnant, ça. Ouais, franchement, ah oui, daily. Ouais, on n'a pas eu de clause en dessous, donc non, c'est très très bien. Voilà, bon bah très bien. Voilà, j'ai un nouveau plan. Et jusqu'où? Bah, et jusqu'où? Bah, TP1, d'accord? Eh bah, franchement, les 0,845. Alors vous allez me dire, c'est vachement loin, Antonin. Ouais, alors justement, ça va me permettre de vous parler de quelque chose. Des positions dans les positions. Je suis ici en 4 heures, ok? Plan 4 heures. Imaginons, je fais une entrée pas très belle, d'accord? Vraiment pour le coup. Par exemple, par ici, stop loss, comme j'ai dit, invalidation sous les plus bas, mais bon, il faut bien que je mette un stop. Et mon TP1 sera bien 0,845. D'accord? Déjà, vous avez un petit ratio sympa. Je vais mettre cette position de côté et je vais justement mettre le plan H4 dans cette zone-là, parce que c'est clairement un plan H4. Maintenant, vous vous dites, ouais, mais Antonin, est-ce qu'on ne pourrait pas se positionner en horaire un petit peu plus fort? Par exemple, justement, si mon cours revient sur cette trendline, est-ce que je ne pourrais pas en profiter? Alors, totalement que si, et vous avez bien raison. Et donc, dans ces cas-là, pareil, vous allez prendre bah, tout simplement un plan horaire. Invalidation. Bon, la validation, elle sera à définir, mais bon, vous avez votre plan. Vous prenez position. Et cette fois-ci, le TP1, il est, a priori,
vers là. 0,83, 5, 0,86. 0,84, pardon. Ici, ok? Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je regarde mes derniers plus hauts horaires et même à la limite, je pourrais même le baisser un petit peu pour pas être trop gourmand, voilà, comme ça, mon TP1. Et le TP2 de ce plan pourra être les 0,845. Je pourrais garder une solde de cette position pour accompagner la tendance. Je tiens à préciser d'ailleurs que quand vous faites ça, c'est vraiment ça qui va vous rémunérer sur le long terme, hein. Il faut garder ces positions le plus longtemps possible. Il faut bien sûr viser sur des objectifs atteignables dans l'unité de temps dans laquelle vous faites un plan. Par exemple, ici, horaire, c'est très très bien. 4 heures, ici, là, c'est très très bien. Données journalières, bah, à la limite, franchement, ici, et après, 0,88. D'accord? Clairement. Mais à chaque étape, vous pouvez aussi conserver une partie des gains, tout simplement, pour accompagner la tendance. Bon, voilà, ok. Mais il y a des règles, et je vais vous les donner. Donc, le plan 4 heures, il est ici. Là, j'ai le TP1, j'irai chercher le TP2. Là, par exemple, j'ai un problème. C'est-à-dire que quand je vais ouvrir la position de horaire, je vais être embêté parce que je vais aussi ouvrir une position 4 heures après. Il y a deux règles, d'accord? Et c'est des règles de money management simple. Si vous le faites, par exemple, vous pouvez passer la première position à break-even. Si bien que finalement, vous considérez la deuxième position H4 comme une position normale, d'accord? Vous faites un money management H4. Ici, vous avez bien sûr un money management horaire, mais comme si vous ouvrez qu'une seule position. Ben oui, parce que votre risque ici, une fois que le cours a décidé d'exploser, donc là, tant mieux, il a explosé. Quand le cours arrive sur mon signal 4 heures, ok, je vais passer la première position à 0, break-even. Si bien que de toute façon, si le cours décide autrement de perdre, je n'ai qu'une position d'exposé, c'est celle-ci. Celle-ci, elle me sortira à 0 euros. Je ne vais pas perdre d'argent vu que je suis à break-even. Ça, c'est la première option que vous avez. Le truc en faisant ça, c'est que peut-être que vous n'allez pas avoir assez d'avance dans votre plan horaire. Ok? Dans ces cas-là, n'oubliez pas, quand vous ouvrez votre position, de bien gérer votre money management en conséquence. Par exemple, je vais vous donner mes règles de money management à moi. Sur un plan journalier, je vais prendre, donc un plan journalier, hein, on est d'accord, ça va être un plan assez gros, hein, d'accord, ça va être le plan que je vous avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire globalement, je rentre par là, invalidation sous les derniers plus bas, take profit par là, d'accord, hein, j'ai un ratio de 1, c'est pas ouf, ok, et plus le temps passe, moins j'ai un bon ratio, mais bon, ça à la limite c'est pas grave, limite j'optimise un peu pour avoir un ratio de 1, voilà, point barre, bon, on est dans le trade. Ici, quand je vais ouvrir ce type-là de position, donc vraiment swing trading, je vais ouvrir entre 2 et 5% de mon capital total. C'est-à-dire que si le cours se retourne, je prends 5%. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que je vais avoir le temps de réagir. En vrai de vrai, avant que ça touche mon stop loss il est là pour vraiment m'éviter de souffrir trop. Mais ça va dans la logique de plus on va sur des unités de temps longues, plus j'ai de chances de me mettre du côté du consensus. Plus le temps passe, plus je serai dans le consensus. On est sur une zone M1, on est sur un support M1, j'achète en données de temps journalière, j'ai largement le temps, tout simplement, de réagir. La deuxième cause pour ça, pourquoi je me permets d'ouvrir un petit peu plus mon capital, c'est que si le cours se décide de retomber, d'accord, à la baisse, je vais avoir des signaux qui vont m'afficher que je vais casser cette zone. Ça va pas la casser toute droite, ok? Et donc, j'aurai le temps de couper et de perdre peut-être que 2% sur la position totale. Sachant que c'est une position qui va rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, hein, je vous rappelle. Ok. Une fois que ça c'est fait, très bien. Maintenant, sur des unités de temps plus petites comme celle-là, par exemple, 4 heures, ici, H4. Là, je vais prendre jusqu'à 1% de mon capital. Et je dis bien jusqu'à 1%. C'est-à-dire que je peux même prendre moins. Généralement même, je vais prendre entre 0,5% et 1% de mon capital. Ok? Et sur les positions plus petites, je vais prendre beaucoup moins. Je vais prendre entre 0,3% et 0,5%. Ok? Si j'ouvre cette position pour 0,3 de mon capital, et que quand j'arrive sur la ligne bleue, qui est l'ouverture de ma position 4 heures, je me dis, mince, je peux pas mettre ma première position à break-even. Bon, ici, franchement, on pourrait, mais bon, on va dire qu'on peut pas, d'accord? Je vais rentrer un peu plus tard, tiens, pour matérialiser le fait qu'on peut pas. Eh bien, cette position, je vais pas l'ouvrir jusqu'à 1% de mon capital. Je vais l'ouvrir jusqu'à 0,7% de mon capital. C'est-à-dire que je vais prendre en compte mon risque la première position. Ça, c'est une des choses les plus importantes aussi quand vous descendez dans les unités de temps. La gestion de son money management. Quel qu'il soit, d'accord? Moi, je vous ai dit,
horaire, c'est entre 0,3 et 0,5. 4 heures, c'est entre finalement 0,5 et 1, sachant que j'aime bien le 0,5. Et au-dessus, quand on part sur des unités de temps swing, que je ne devrais pas traiter dans cette vidéo, je vous le rappelle, on va être aux alentours de 5% maximum. Je peux être bien sûr moins, 2%, 3%, c'est déjà très bien, il n'y a pas de souci. À une seule condition, c'est que sur des unités en swing, en fait, je vais prendre plus de taille de capital en stop loss parce que je sais très bien que je vais avoir le temps de réagir. Regarder mes clôtures journalières, voire même mes clôtures hebdo. Garder par exemple cette droite de tendance que j'ai eue en 4 heures et voir si elle s'affaiblit pas. Des choses comme ça. Le but, ça va pas être de trop manager ma position non plus, surtout sur des unités en swing, mais plus de laisser vivre le trade parce que je sais que j'ai plus de chances d'être dans le sens du consensus, cette fameuse support mensuels sur lesquels les acheteurs peuvent se matérialiser et ils se matérialisent au moment où je fais cette vidéo. Donc ça, c'est très très bien. On est d'accord. La première règle, c'est de toujours prendre en compte son money management. Si je suis sur un actif, que j'ouvre une position horaire à 0,3%, au moment d'ouvrir une autre position, par exemple 4 heures, et donc de renforcer ma première position, je vais vraiment me poser la question de mon money management. 1. Est-ce que j'ai suffisamment d'avance pour mettre ma première position à break-even? Si oui, dans ces cas-là, je le fais et j'ouvre ma deuxième position sans prendre en compte ma première. Ça va maximiser vos gains dans le temps, mais de façon phénoménale. Et pour autant, prendre un risque toujours pareil. Vous êtes toujours exposé pareil au marché. Là, dans le cas présent, si j'ouvre ma position H4 à 1%, par exemple, pour simplifier les choses, bah, il n'y a pas de souci en fait. Je perds que 1%. Ma position horaire étant déjà à break-even et je ne risque déjà rien sur les marchés. Si par contre, je ne peux pas. Si à la réponse, est-ce que j'ai suffisamment d'avance pour mettre ma position à break-even? La réponse est non. Dans ces cas-là, pas de souci, on ne se précipite pas, on retire son money management de la première position de la deuxième. Exemple, en horaire, j'ai pris 0,3% de mon capital. En 4 heures, je voulais prendre 1%. Dans ces cas-là, en 4 heures, je ne vais pas ouvrir 1%, mais je vais ouvrir 0,7%. Si bien que même si je me lève de cul de cette chaise, que je tombe malade, que je vais à l'hôpital, que je ne suis pas là pour 2 3 jours, je ne perds que 1% de mon capital. Et si même j'ai tort et que le marché décide d'exploser ce support comme un fou en données 4 heures, pourquoi pas? Eh ben, c'est pas grave, j'ai géré mon risque. Toujours gérer votre risque. C'est ce qui va vous permettre de survivre sur les marchés. Maintenant qu'on a vu tout ça, c'est-à-dire qu'on a vu comment naviguer dans les unités de temps, ou plus précisément comment réduire dans les unités de temps, comment maximiser tout ça, j'aimerais échanger avec vous deux indicateurs. C'est des indicateurs qui sont très pratiques. Le premier, c'est Fractal. Vous tapez Fractal, d'accord? Et vous utilisez celui de Rachel T. Alors pourquoi celui de Rachel T? Vous inquiétez pas, j'ai pas d'action chez elle. En fait, vous pouvez prendre même celui d'Igor T. Ce que je veux, c'est juste Fractal. Parce que les autres, en fait, ont, en plus de Fractal, généralement des indicateurs en plus. Indicateurs de breakout, etc. Moi, je veux juste Fractal. Vous l'affichez, vous allez voir, c'est un indicateur qui est très basique, qui vous affiche les plus hauts et les plus bas. Ok? Comment ça marche? Globalement, il va compter le nombre de plus hauts et de plus bas, et il va, donc c'est 5 bougies, je crois, minimum qu'il faut. Par exemple, ici, il faut 2 bougies à droite, 2 bougies à gauche, ok? Pour pouvoir afficher un dernier top. Pareil pour le bottom, etc. Bon, voilà. Le gros avantage de ça, c'est que ça vous permet de voir du premier coup d'œil des zones. Par exemple, ici, on voit bien que j'ai une zone. C'est-à-dire que là, j'ai les 3 tops qui sont ici, voire même celui-ci, hein, d'accord, que je pourrais englober si j'ai envie. Et du premier coup d'œil, on en définit une zone, comment dire, une zone du premier coup d'œil. Pareil, on peut aussi valider nos zones du premier coup d'œil. Ici, ma trendline, j'ai touché une fois, 2 fois. Je vous rappelle qu'il faut 2 points d'appui pour tracer quelque chose. J'ai mes 2 points d'appui, c'est validé. Ici, j'ai une fois, 2 fois, 3 fois, c'est validé. Allez, pareil en hebdo. Ici, j'ai une fois, 2 fois, 3 fois, c'est validé. Pareil, je pourrais valider comme ça mon support que ça fonctionnerait. Le deuxième indicateur, ce sont les bandes de Bollinger. Alors, moi j'en ai un maison, mais vous pouvez taper Bollinger Bands, d'accord, et le prendre. Alors, le mien, il est maison, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir des bandes de Bollinger, j'ai non seulement 2 bandes de Bollinger et plein de moyennes mobiles. Mais bon, ça on s'en fout. En fait, les bandes de Bollinger, c'est elles qu'on va parler. J'en ai configuré 2. C'est comme si j'avais copié-collé 2 bandes de Bollinger et que je les avais mis dans le même indicateur pour pas que, vous savez, TradingView vous bloque quand vous avez quand vous avez trop d'indicateurs. Donc voilà. Je vous rappelle juste les setups. Période de Bollinger 20, et là je vais en utiliser 2. Une avec un écart type ou une déviation de 2, et une autre avec un écart type de 2,5
ou une déviation de 2,5. Alors, ça change quoi? Ça change, je vais repasser en unité de temps mensuelle, ça change juste le visuel, c'est-à-dire que globalement, j'en ai deux qui ont un écart, c'est-à-dire que ça fait une zone. Pourquoi? Parce que les bandes de Bollinger, comme les moyennes mobiles, ont cette fâcheuse tendance de ne pas être très précises. Ce n'est pas grave, vraiment, ce n'est pas grave. Justement, moi, je vais m'en servir plutôt de zone, vous allez voir. La première chose, c'est qu'un peu comme Fractal, ça valide nos tracés. Donc là, par exemple, j'ai un canal, on voit bien qu'en haut, là, les bandes de Bollinger hautes affichent clairement que la tendance est fondamentalement baissière. Pareil pour le bas, ça le fait. Et en plus de ça, ça va me donner des zones parfaites de prise de position et de prise de bénéfice. Par exemple, ici, on se dit, c'est assez facile. Je suis en données temps mensuel, j'arrive vers le bas de ma zone, j'ai déjà 2 points d'appui pour mon canal, donc je repère rapidement mon canal. Maintenant, ici, reprenons ici. Ça commence à baisser et on se dit, bah tiens, est-ce que je serais pas proche de quelque chose? Je vous rappelle que ici, c'est seulement le deuxième point d'appui pour le support, donc on n'a pas un support aussi marquant et aussi fort en données de temps mensuel. On a quand même quelque chose. Et bien là, le fait que je m'approche de mes bandes de Bollinger m'indique qu'éventuellement, je n'irai pas toucher mon support. Ok? Et ça, c'est super important. C'est pareil pour le top. Alors, je vais vous le matérialiser plus comme ça, mais globalement, on achète et on va jusqu'ici. 0,88, c'est la zone à partir de laquelle je veux vendre. Et vous savez quoi? C'était juste du pif en gros. C'est-à-dire, je regardais les derniers plus hauts mensuels et je me dis, ouais, déjà par ici, moi si j'arrive à 0,88, je suis bien quand même. À partir de là, je rechercherai des ventes. Mais c'est plus quelque chose que je me suis dit comme ça. Et bien, finalement, avec les bandes de Bollinger, on va pouvoir tout simplement maximiser ça. C'est-à-dire que si je prends une position et que mes bandes de Bollinger sont sur 0,89, 247, eh ben, ça sera la zone pile poil pour me dire je revends. Et ça marche extrêmement fort. Pareil pour la donnée hebdomadaire. La donnée hebdomadaire ici présentement valide mon support. Valide que en plus de mon support hebdo, j'ai aussi un support hebdomadaire. Nickel. En données journalier, je valide ma trendline baissière noire qui devra être reprise quoi qu'il arrive et donc qui va peut-être, rebondir plusieurs fois comme on avait pu, l'imaginer dans nos plans. C'est génial! En 4 heures, comme de par hasard, je pense ah non, 4 heures, autant pour moi. Je pensais qu'on allait se retrouver sur la zone orange qui était validée ici, mais qui ne l'est plus, hein, depuis un moment qu'on est en train d'écarter. La seule règle justement au bandes de Bollinger, ça va pouvoir me la montrer, c'est que quand elles s'écartent comme ça, là, elles sont plus très précises. OK? Autant quand elles sont plates, ça marche très bien, ça aurait pu définir un premier take profit intraday de la zone en vert, donc du travail du support. OK, très bien. Mais une fois que c'est en train de s'écarter, ça dénote tout simplement un écart de volatilité. Et donc ça, entre guillemets, on ne le traite pas, hein, on ne traite pas les écarts de bande de Bollinger. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je lis cet actif, cet indicateur. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais juste faire un rappel et vous donner une petite règle que j'utilise moi, ou en tout cas, quelles sont les unités de temps que j'utilise. Parce que vous avez compris, à la limite mensuel, hebdo, journalier, tout le monde est d'accord. Et justement, je pense que ça renforce le consensus encore plus. Mais sur les unités de temps plus faibles, des unités de temps, il y en a plein. En fait, dépassez le journalier. Vous avez le 8 heures, le 10 heures, le 12 heures, le 6 heures, le 4 heures, le 3 heures, le 2 heures, l'horaire. Et en dessous de l'horaire, vous avez toutes les unités de temps proches de la minute. M30, M20, M15, M5, M8, M3, M1. Pourquoi les utiliser? Je vais vous donner ce que j'estime être les unités de temps le plus utilisées sur le marché, d'accord? En sachant que c'est ce que mon expérience personnelle a. Ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je peux le comprendre, mais peut-être que ma logique peut quand même vous aiguiller. En dessous du journalier, quelles sont les unités de temps que j'utilise? J'utilise le 4 heures. Parce que le 4 heures, c'est tout simplement la prochaine, pour moi, unité de temps fondamentale que tout le monde regarde. Voilà. Donc entre 4 heures et journalier, j'ai rien. Je vais pas utiliser une bougie 8 heures. Pour moi, une bougie 8 heures, c'est une double 4 heures. Tout simplement. D'accord? Et vu que 8 heures, c'est une journée de cotation, en gros, sur les actifs cash, en fait, 8 heures, ça revient pratiquement à une journée de cotation sur un indice. D'accord? 9 heures, 17 heures. Ok, c'est pas tout à fait 8 heures, mais vous avez compris. Ensuite, plus bas, lesquels j'ai utilisés? Eh ben, je vais tout de suite passer à l'horaire, en sachant que pour moi, une 2 heures, c'est une 2 fois horaire. Donc, si vous chassez par exemple un signal en horaire, une bougie de 2 heures vous donne le signal en horaire plus la confirmation en horaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on casse une structure,
C'est très bien d'attendre la clôture de la bougie, d'accord? Et encore mieux, d'attendre une bougie de confirmation. Certaines stratégies sont basées là-dessus, d'accord? Ce qu'on appelle les bougies de confirmation. Et ben finalement, une H2, c'est une H1 confirmée, si vous avez suivi ce que j'ai dit. Du coup, je n'utilise que la H1. Et ensuite, plus bas, j'ai utilisé pendant longtemps M30, M15, M5, M3, M2, M1. Maintenant, j'utilise plus tout ça, j'en utilise que deux. J'utilise le M5 et le M15. Tout simplement parce que ça me permet d'avoir en M5, globalement, des signaux de très petites amplitudes qui permettent de rentrer de façon très agressive sur les marchés, sans pour autant aller sur des unités de temps M1 qui sont pour moi minute 1, qui sont pour moi très piégeuses. D'accord? À vous de voir, à vous de le tester et de faire votre propre expérience. Et une M15, bah, c'est pareil, ça me permet d'empiler des positions comme je viens de vous le montrer. Par exemple, sur cette vidéo, je vous ai montré en horaire 4 heures journalier, mais vous pouvez le faire à de plus basse amplitude, hein. M5, M15, horaire, 4 heures journalière. Et là, ça vous fait déjà 5 positions. Vous imaginez si à chaque fois vous prenez un money management adapté et qu'à chaque fois vous avez de toute façon plus de ratio en M5 qu'en horaire, bah, vous imaginez le nombre de positions que vous êtes capable d'empiler quand le flux se déclenche en votre faveur. C'est juste complètement dingue. Ça vraiment, hein, ça maximise vos gains de faire ça, d'empiler vos positions, tout en gardant un risque, un money management qui est toujours le même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Vous connaissez la chanson de l'algorithme, je vous la refais pas. Mais un petit commentaire de juste un petit merci, juste un petit pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, ou je n'ai pas aimé ça, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu as dit ça dans ta vidéo, surtout n'hésitez pas, hein, d'accord? Ça fait un commentaire de référencement et ça plaît à l'algorithme. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez bien sûr vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi bien sûr partager autour de vous pour notre plus grand bonheur, parce que plus on sera de monde à regarder ces vidéos, plus il y aura de monde qui les regardera, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao.